Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Tribune en direct du deuxième jour des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et pour commencer cette journée, bonjour Olivier Sichel. Bonjour Laurence Bottero. Vous êtes le directeur général de la Banque des Territoires et le directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Merci d'être avec nous sous ce beau soleil. Merci à vous de m'inviter. Et avec un sujet qui est relier les mondes. Peut-être parce que vous êtes justement dans les territoires, hein, comme votre marque l'indique, un bilan de la Banque des Territoires sur la dernière année. Qu'est-ce que ça dit de l'économie française ? La Banque des Territoires a fait une très très bonne année. On a prêté 16 milliards, puisqu'on est une banque. Et donc on prête aux collectivités locales et puis aux bailleurs sociaux. Et puis on investit. On investit beaucoup dans les territoires. On investit 2,3 milliards. Donc c'est vraiment une année record pour soutenir le développement des territoires dans deux directions principalement, la transformation écologique de nos territoires et puis la cohésion sociale. On va revenir sur les sujets justement des besoins des territoires. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, vous êtes une banque, on vous connaît beaucoup pour justement financer les projets. Mais vous investissez aussi, vous intervenez aussi en ingénierie, c'est-à-dire en amont des projets. Et ça, c'est souvent ce qui permet aux projets de se faire. Vous pouvez nous expliquer comment vous accompagnez les acteurs des territoires sur ce volet-là ? Absolument. Souvent, vous savez, les élus que nous accompagnons, ils ont une idée. Ils ont envie d'avoir des mobilités décarbonées. Ils ont envie d'avoir une eau plus propre. Ils ont envie de revitaliser leur centre-ville. Et il faut faire de l'ingénierie. Par exemple, vous allez voir un maire d'une ville moyenne. Et nous, on a accompagné Vesoul, Vierzon, Dieppe, Châteaudun, Quimper, toutes ces villes-là. Ils vous disent, voilà, je voudrais revitaliser mon centre-ville parce que souvent on arrive et puis il y a un commerce sur 4 qui est fermé. Alors ils disent, on va aider à refaire des commerces. Mais attention, monsieur le maire, il va falloir revenir aussi sur la mobilité. Parce que si vous avez tout piétonnisé, le commerce ne va pas fonctionner. Absolument. Il va falloir aussi traiter le commerce à l'entrée de ville. Si vous aidez la grande zone commerciale, il y a un petit peu une contradiction. Et puis aussi, il va falloir remettre de l'habitat. Parce que souvent, vous regardez le commerce est vide, mais vous levez les yeux un petit peu au-dessus, et puis vous avez un pigeon qui sort d'un carreau cassé, et vous dites qu'il n'y a pas d'habitation. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. C'est des projets globaux dans lesquels il va falloir une ingénierie où on va tout prendre en compte. La mobilité, l'habitat, le commerce, le stationnement, les services publics. Et donc ça, c'est de l'ingénierie d'assez haut niveau pour accompagner les élus pour prendre les décisions. À la fin, c'est toujours le maire qui prend la décision, c'est pas nous, mais on lui donne les moyens pour prendre les bonnes décisions. Cette approche, j'allais dire presque holistique, hein, en tout cas globale, de penser le logement, la mobilité, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément fait des années précédentes. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, hein, les centres-villes se sont souvent paupérisés. On reviendra peut-être sur la notion aussi de métropole et de ville moyenne. Mais cette approche-là, c'est plutôt vous qui poussez les maires à penser comme ça, de cette façon globale, ou est-ce que c'est plutôt les maires qui vous disent, ben voilà, en fait, moi j'ai un projet, mais comment je fais pour qu'il fonctionne ? C'est les deux. C'est le maire qui vient souvent avec son intention sur sa ville, remettre des commerces en centre-ville, décarboner la ville. Par exemple, là, on est ici à Aix-en-Provence, vous voyez, il fait très très chaud. Ces villes aussi, elles ont aujourd'hui besoin de s'adapter au changement climatique. Donc ils vont dire, il va falloir que je verdisse, que je lutte contre les îlots de chaleur. Mais alors, comment est-ce que je fais pour la circulation ? Et donc, le maire, il a un projet, il sait très très bien, parce qu'il a été élu démocratiquement par les habitants. Mais après, dans la mise en œuvre du projet, il a besoin de gens qui l'accompagnent dans la réflexion, dans la mise en place des outils d'économics, dans les financements. Et c'est là où la Banque des Territoires est présente pour véritablement l'accompagner et lui dire voilà ce qu'on pourrait faire, voilà dans quel pas de temps on pourrait le faire, voilà les moyens financiers que vous pouvez limiter. Et c'est pour ça, ça fait de nous un partenaire qui est vraiment très très apprécié parce qu'on ne veut pas se substituer aux maires, on ne veut pas se substituer aux citoyens, ni aux acteurs privés, ni aux acteurs publics. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème pour faire émerger des solutions. Alors vous avez un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville. Vous en avez un second qui s'appelle les petites villes moyennes. Ce regard finalement très, j'allais dire presque chirurgical sur une zone des villes, c'est venu de la même façon parce qu'il fallait Action Cœur de Ville, c'était vraiment redonner de la vie dans le centre, dans les centres-villes. Et puis peut-être les petites villes moyennes, en tout cas les villes de demain, c'est aussi penser qu'il n'y a pas que les métropoles. Exactement, les métropoles. Quand la Banque des Territoires a été créée, les métropoles avaient vraiment le vent en poupe et on voyait bien que les grandes villes qui sont des villes magnifiques, voilà, oui. Nantes, Montpellier, Rennes, Bordeaux, allaient très très bien, peut-être parfois même trop bien. Les gens disaient il y a des problèmes de circulation dans ces villes, le foncier augmente beaucoup, mais on voyait que les villes moyennes étaient en difficulté. Difficulté, je vous dis, de la vacance commerciale, baisse de l'immobilier, les enfants qui partent, baisse de richesse. C'est là d'où est venu le mouvement des Gilets jaunes.
Donc on a lancé ce programme avec 234 villes moyennes qui représentent quand même un Français sur 5. Hein. Donc ça dit quelque chose du territoire. Ça dit quelque chose du territoire. Et ça a très bien marché. La vacance commerciale a baissé, l'immobilier a repris. Le Covid, quelque part, je vais être un peu provocateur, il nous a un peu aidés parce que les gens ils se sont dit, si je fais du télétravail, pourquoi ne pas gagner en qualité de vie et aller dans ces villes qui sont plus vertes, dans lesquelles je peux me payer des plus grandes surfaces. Et puis, comme ça a bien marché, il y a eu l'échelon inférieur, les petites villes de demain, où là, c'est un programme qui regroupe 1600 villes. Donc là, on est dans la strate 2000-5000 habitants. Et là, les problématiques, elles sont un petit peu différentes. Elles sont très spécifiques. Vous êtes encore plus dans l'hyper-territorial. La problématique, par exemple, de Honfleur, qui est l'une des plus grandes villes touristiques de France, ce n'est pas la même problématique qu'à Guebwiller en Alsace, qui est au pied des Vosges. Et donc là, il faut faire de l'hyper spécifique. Et là, on met beaucoup d'ingénierie pour accompagner les maires dans leurs projets. C'est vrai que quand vous dites petite ville de demain, quelque part, c'est aussi une promesse. Ça veut dire le retour dans des territoires. Vous l'avez dit, c'est vrai que le Covid a permis aussi à des salariés de découvrir d'autres régions de France. Et finalement, c'est un phénomène qui perdure et le Sud en a profité également. Exactement, on a vu, on l'a mesuré, l'attractivité de ces villes, elle a fortement cru dans la période récente. Les gens, ils ont besoin de qualité de vie, ils ont besoin d'un retour à la nature. Et puis, je vais vous dire, quelque chose, on est aujourd'hui à Aix, qui est une ville magnifique. Il y a un goût de la beauté. Ces villes, elles représentent tout le patrimoine de France. Allez à Laon, voyez la cathédrale. Allez à Colmar, découvrez ce que c'est véritablement une ville alsacienne. Et donc, à un moment où les gens ont parfois un peu souffert des grandes villes, ils redécouvrent le charme des villes moyennes, qui sont très tournées vers la nature, très tournées vers le patrimoine. Et puis, l'augmentation du télétravail fait que ça rend possible. Ça me permet de souligner une autre chose que la Banque des Territoires a financée, c'est l'équipement du territoire en très haut débit. Parce que la Banque des Territoires a été créée en 2018, il y avait 500 000 lignes de fibre optique dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y en a 10 millions. Des territoires entiers ont été couverts, pas à 95%, pas à 96%, à 99,5%. Donc ça a permis aussi, c'est le préalable, la condition préalable indispensable pour habiter, travailler, se distraire et aller dans ces territoires-là. Si on reprend la thématique des rencontres économiques, c'est relier les mondes. Comment on relie finalement l'urbain et le rural? Alors, c'est vraiment la notion d'écosystème. Et à travers l'écosystème, vous avez toute une série de structures qui sont les structures intercommunales. C'est pas bien connu généralement des Français, mais la réalité, c'est que il faut sortir de la perception qu'il y a 36 000 communes avec un maire qui est tout à fait isolé. La plupart du temps, vous avez des agglomérations, vous avez des communautés de communes, même vous avez les métropoles, c'est la ville-centre. Aix fait partie de la métropole de Marseille, d'Aix-Marseille. Donc il y a des ensembles qui favorisent cet équilibre rural-urbain qui n'est pas facile. Par exemple, la thématique des transports, ici, sur la métropole Aix-Marseille, elle n'est pas facilement adressée parce que vous avez des oppositions. C'est un vrai talon d'Achille, il faut le dire, absolument. Talon d'Achille, vous avez des oppositions qui sont parfois des oppositions politiques, vous avez des oppositions de développement. Et là aussi, nous, du côté de la Banque des Territoires, on essaye beaucoup d'aider à objectiver ces problématiques-là. À les objectiver comment? D'abord avec la data. On a plein d'outils, si vous allez sur le site banquedetterritoires.fr, qu'on appelle de data visualisation. On dit, voilà un petit peu les mobilités, ce que l'on constate. En récoltant par exemple des données d'Orange, où on suit les téléphones portables, on dit, voilà la mobilité, la réalité. On a aussi des datas sur la consommation énergétique, on a aussi des datas sur l'emploi. Et on va essayer beaucoup d'apporter de la donnée factuelle, objective, dans le débat, pour essayer de sortir d'un débat passionné sur le rural s'oppose à l'urbain, le littoral s'oppose à la montagne, l'outre-mer s'oppose à la métropole, pour essayer de venir avec des données qui permettent de prendre des décisions qui vont permettre des choses très concrètes pour les Français. Quand je dis des choses très concrètes, sur le plan qu'on a à 100 milliards, nous on met 56 milliards sur le logement. Et le logement, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. L'an dernier, on a financé pour 80 000 logements sociaux. Donc on parle de logements abordables. L'eau, on sait qu'on a été en phase de stress hydrique, on a mis 4 milliards sur le plan eau, on a financé des stations d'épuration. On n'est pas protégé de que ça. Et donc, on est là, la Banque des Territoires, pour apporter vraiment des solutions très très concrètes, à la fois pour la transformation écologique, qui est un enjeu majeur, éviter la fin du monde, mais tout en prenant en compte les problèmes de fin de mois
et c'est l'aspect cohésion sociale. Vous n'opposez pas les deux. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Non, vous ne pouvez pas laisser le choix aux gens en disant vous avez le choix entre vivre sur une planète habitable et ne pas avoir de reste à vivre à la fin du mois. Et en réalité, pour nous, c'est les deux faces d'un même problème. On prend des choses concrètes. Quand on construit un logement, il faut que le logement, effectivement, il soit en haute qualité environnementale et qu'il soit adapté pour éviter que ce soit une passoire thermique. Donc ça coûte cher. Mais nous, on fait du logement social qui va être abordable. Vous savez, le plafond est très très bas en France, et donc créer du logement social, c'est à la fois faire du logement social qui va être performant d'un point de vue énergétique et faire du logement abordable pour toutes les bourses. Vous avez évoqué le logement, il y a la ZAN, il y a la réindustrialisation. Sur la réindustrialisation, ici, c'est vrai que beaucoup de projets d'industrie décarbonée ont promis de s'installer, ont prévu de s'installer. Le nord de la France aussi est plutôt bien placé. Cette souveraineté industrielle, on a l'impression qu'on n'est pas si loin finalement d'y arriver. On est très engagé sur la réindustrialisation. On a financé par exemple l'usine Vercor à Dunkerque. Vercor, pour les Français qui nous écoutent, c'est la seule start-up française qui crée des batteries pour Renault, des batteries électriques. Donc on va de plus en plus vers des véhicules électriques. Les Français sont en droit de se dire « Ok, je veux bien passer sur des véhicules électriques, mais enfin, si toutes les batteries viennent de Chine, est-ce que c'est véritablement D'ailleurs, la France a pris une disposition de taxer davantage des véhicules électriques qui viennent de Chine. » Exactement. Et donc on voit bien que sur la souveraineté, il va falloir produire français. C'est important, mais produire français, ça veut dire avoir des usines en France. Et les usines en France, où est-ce qu'on les installe ? Une usine, ça ne se pose pas comme vous posez votre nac de pique-nique sur un terrain. Donc, on a fait, là aussi, on travaille avec la donnée. On a fait un portail qui s'appelle France Foncier Plus. C'est un peu comme seloger.com, mais pour l'industrie, où on recense 850 sites dans toutes les régions, 6000 hectares qui vont être disponibles pour accueillir des industriels. Souvent, et là, vous voyez, on opposait zéro artificialisation en disant il ne faut plus artificialiser. Et c'est contradictoire avec l'industrialisation, parce que quand vous mettez une usine, ça vous artificialisez. Absolument. Et on dit, attendez, il y a 6000 hectares déjà disponibles, qui ont déjà été artificialisés, sur lesquels, parce que c'est une ancienne friche, parce que ça fait partie d'une zone commerciale qui est affectée, parce qu'avant c'était un parking, et qu'on a décidé de faire un parking vertical, donc on a gagné de la place, on peut installer des usines dans ces zones-là. Et justement, sur le projet ici de Carbone, alors Vercor, ce sont les batteries électriques pour les véhicules. Carbone, c'est la promesse d'avoir une gigafactory solaire et donc de s'affranchir finalement de l'offre chinoise. Sur ces grands projets, est-ce que ça crée un effet d'entraînement sur les d'autres territoires ? Incontestablement, on le voit bien, nous on est un très gros financeur d'énergie nouvelle renouvelable. On finance 20% chaque année des capacités additionnelles d'énergie nouvelle renouvelable. Alors c'est du photovoltaïque, c'est beaucoup de photovoltaïque et on accompagne beaucoup de projets où on va mettre des centrales photovoltaïques. Là aussi, les gens se disent oui, mais photovoltaïque, vous le mettez parfois sur des zones artificielles au milieu des champs. À Bordeaux, la plus grande centrale photovoltaïque, elle est sur une ancienne décharge. Ça s'appelle la centrale de la Barde et elle apporte l'électricité à 1 Bordelais sur 7. Donc ça, c'est le photovoltaïque. Il y a aussi des enjeux technologiques, l'éolien en mer, l'éolien offshore, qui est en train de se développer et sur lesquels, là aussi, la France, c'est un pays d'ingénieurs. On est en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de faire de l'éolien flottant. L'éolien offshore, il est généralement planté. Quand les fonds, nous, on a des fonds qui descendent vite et donc votre éolien va flotter. Il ne faut pas se tromper parce que s'il y a beaucoup de vent, votre éolienne, elle bascule et ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est des projets technologiques que l'on suit. Et puis, il y a d'autres actifs. Il y a l'énergie hydraulique, par exemple sur le Rhône. On est actionnaire de la Compagnie nationale du Rhône. Absolument. Et donc là, c'est une énergie qui pollue faiblement. Donc voilà tous les projets d'énergie nouvelle renouvelable qu'on accompagne. Un dernier point, peut-être, vous avez évoqué la mobilité et vous avez été assez novateur dans l'investissement auprès des startups, notamment sur la mobilité. Plus globalement, les startups, tout ce qui vient de l'innovation, qui peut un peu disrupter les business models, comment vous les regardez, comment vous les financez aussi ? Alors ça, c'est le rôle de nos cousins de BPI France. La Banque des Territoires, elle est là pour financer les collectivités locales, pour accompagner les élus. Le monde de l'innovation, c'est BPI France qui détecte les startups. Mais nous, on crée après l'environnement. Par exemple, il y a beaucoup de startups qui se développent dans la mobilité électrique. Il faut des bornes de recharge de véhicules électriques. Et là, vous intervenez. Et là, on intervient parce que là, c'est de l'infrastructure.
et on se dit, voilà, on a terminé le très haut débit, on a terminé ce magnifique déploiement d'avoir de la fibre optique partout dans le territoire. Les gens aujourd'hui, si vous disent, moi j'aimerais bien acheter un véhicule électrique, la Zoé ça me tente bien, mais en milieu rural, est-ce que je ne vais pas me retrouver, pas en panne d'essence, mais en panne de recharge? Et donc on travaille sur ça. On a par exemple une société qui s'appelle Logivolt qui équipe les copropriétés. Parce que je suis dans une copropriété, je suis dans un parking de la copropriété, j'ai envie de m'acheter un véhicule électrique, je vais dire à ma copropriété, merci de me payer le raccordement, et aux copropriétaires qui vont vous regarder d'un mauvais œil. Là, nous, on fait l'avance de fonds, la copropriété n'a rien à payer, c'est Logivolt qui fait l'avance de fonds pour équiper le parking de la copropriété en infrastructure de recharge de véhicules électriques. Peut-être une dernière réflexion sur relier les mondes, le thème de ces rencontres. Relier les mondes quand on est la Banque des Territoires, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire une chose assez fondamentale dont on ne se rend pas compte. La Banque des Territoires, son argent, c'est l'argent des Français, c'est le livret A. Vous avez un livret A, Laurence Bottero? Absolument. Ce livret A qui appartient à tous les Français. Il y a 60 millions de livrets A en France. Il est collecté, il est centralisé à la Banque des Territoires et cet argent, on l'utilise pour faire tous les projets de développement des territoires. Donc on fait un lien très très fort entre votre argent, votre épargne que vous avez déposé ce matin à la banque et l'investissement de très long terme, une station d'épuration sur 40 ans au projet de développement des territoires. Pour nous, relier les Français, c'est ça, c'est leur argent, leur épargne, ce qui est important, avec les projets d'équipement de leur pays pour qu'ils vivent dans un beau pays. Merci beaucoup Olivier Sichel. Merci.